Il y a, sur une pente verdoyante du mont Ménolus, en Arcadie, une oliveraie dans laquelle se trouve une villa. Tout à côté est érigé un mausolée, qui fut jadis décoré par de merveilleuses sculptures, mais qui est maintenant, comme le reste, complètement en ruine. Au pied de la tombe, ses curieuses racines brisant par endroits le bloc de marbre taché par le temps, s'élève un olivier d'une taille surnaturelle et d'une forme singulière. Il ressemble au corps d'un être humain figé dans son dernier sommeil. L'image est tellement frappante que les habitants du pays évitent de passer par là lorsque la lune brille trop faiblement dans la nuit. Le mont Ménolus est connu comme étant l'un des lieux de prédilection du redoutable Pan et de ses nombreux compagnons. Les grossiers bergers qui doivent traverser ces buissons tordus sont tous persuadés que cet arbre est le point de rencontre des sinistres adorateurs de Pan. Pourtant, un vieil apiculteur logeant à proximité de la maison délabrée m'a conté, lui, une histoire bien différente. Il y a quelques décennies, la villa de la colline était neuve et dans toute sa splendeur. Deux sculpteurs, Calos et Musidis, y avaient élu domicile. De Lydie à Naples, la perfection de leur art était célèbre, et personne n'aurait su dire lequel des deux surpassait l'autre. L'Hermès de Calos avait été exposé dans une niche de marbre à Corinthe, tandis que la Pallas de Musidis était placée au sommet d'une colonne d'Athènes, à côté du Parthénon. Tout le monde rendait hommage à l'art de Calos et de Musidis, et s'émerveillait de savoir qu'aucune ombre de jalousie n'était jamais venue troubler leur chaleureuse et fraternelle amitié. Bien que vivant en parfaite harmonie, les deux hommes n'avaient pas le même caractère. Musidis aimait à passer ses nuits à festoyer dans Thégée. Calos, au contraire, préférait rester à la maison, d'où il s'échappait parfois, à l'insu de ses esclaves, pour aller rêver et méditer dans la fraîcheur de l'oliveraie. C'est là qu'il trouvait l'inspiration et qu'il créait en imagination des statues aux formes parfaites, qu'il réalisait ensuite en les immortalisant dans le marbre aéré. Les gens simples disaient que Calos venait là pour s'entretenir avec les esprits de l'oliveraie, et que ses œuvres n'étaient que la représentation des formes qu'il avait vues, car elles n'étaient d'aucun style humain connu. Calos et Musidis étaient si justement célèbres que personne ne s'étonna lorsque le tyran de Syracuse leur envoya des messagers pour parler de la très belle statue de Tyché qu'il avait l'intention de commander pour sa ville. L'œuvre devrait être de grande taille et aussi proche que possible de la perfection, car il faudrait qu'elle soit l'une des merveilles du monde, le but du voyageur. Celui qui serait choisi pour accomplir ce travail aurait droit à tous les honneurs, et Calos et Musidis étaient invités à concourir. Comme leur affectueuse amitié était bien connue, le puissant tyran insista pour qu'ils cédassent et se conseillassent mutuellement au lieu de travailler seuls. Cette collaboration donnerait, sans doute, deux œuvres d'une grande beauté, puisqu'elles seraient conçues en commun par les deux plus grands sculpteurs. Les deux hommes acceptèrent cette proposition avec joie. Dans les jours qui suivirent, les esclaves entendirent d'incessants coups de ciseaux. Calos et Musidis travaillèrent ensemble, mais dérobèrent leurs œuvres aux yeux du public. À part eux, personne ne put voir les deux silhouettes divines taillées avec habileté dans les rues de bloc, informes depuis que le monde est monde. La nuit, comme autrefois, Musidis fréquentait les banquets de Thégée, tandis que Calos errait seul dans l'oliveraie. Mais au bout de quelque temps, Musidis parut préoccupé. C'était curieux, disait-on, que la tristesse vînt s'emparer de quelqu'un qui avait de si grandes chances d'être consacré comme un génie artistique. Plusieurs mois s'écoulèrent encore, mais rien dans l'attitude de Musidis ne laissait supposer qu'il se réjouissait de la situation privilégiée dans laquelle il se trouvait. Enfin, un jour, il se mit à parler de l'étrange maladie de Calos. Après cela, plus personne ne s'étonna de sa sombre humeur, car tout le monde savait quel sentiment de profonde amitié attachait les deux hommes l'un à l'autre. Par la suite,
de nombreux visiteurs vinrent s'enquérir de la santé de Calos. Ils remarquèrent évidemment la pâleur de son visage, mais aussi la sévérité de son regard. Musidis, tourmenté et anxieux, repoussait tous ses esclaves et ne laissait à nul autre que lui-même le soin de nourrir et de veiller son ami. Dissimulées derrière de lourdes tentures, il y avait 2 statues inachevées de Tyché, qui n'avaient pas été touchées depuis longtemps par le malade et son ami. Malgré les soins zélés de Musidis et d'un médecin, la santé de Calos déclinait. Et plus elle déclinait, plus le malade demandait à être transporté dans l'oliveraie qu'il aimait tant. Il tenait absolument à rester là-bas, tout seul, comme s'il désirait parler à des êtres invisibles. Son ami cédait à toutes ses exigences, mais il avait le cœur gros à l'idée que Calos éprouvait plus d'affection pour les esprits de l'oliveraie que pour lui-même. La fin se fit proche, et Calos se mit à parler de l'au-delà. Musidis, en pleurant, lui promit une sépulture plus belle que le mausolée. Mais Calos le supplia de ne plus parler de splendeur de marbre. Un seul désir obsédait maintenant l'esprit du mourant, que l'on enterrât les branches d'un certain olivier avec lui, près de sa tête. Une nuit, alors qu'il était assis seul dans l'obscurité de l'oliveraie, Calos mourut. Le tombeau de marbre que Musidis, frappé de douleur, sculpta pour son ami bien-aimé était trop beau pour être décrit. Personne d'autre que Calos n'aurait pu créer de tels bas-reliefs où étaient représentées toutes les splendeurs de l'Élysée. Et Musidis n'oublia pas d'enterrer à côté de la tête de Calos les branches d'olivier. Quand l'intensité de la douleur de Musidis fit place à la résignation, il se remit avec ardeur à travailler à la statue de Tyché. C'est lui qui aurait tous les honneurs. Sa tâche lui fut une échappatoire à son chagrin, et il travaillait de plus en plus chaque jour, abandonnant les distractions qu'il avait jadis aimées. Il passait ses soirées près de la tombe de son ami, où un jeune olivier avait pris racine à l'endroit de la tête du mort. La croissance de cet arbre avait été si rapide et sa forme était si étrange que tous ceux qui le regardaient s'exclamaient de surprise. Musidis semblait fasciné. Il éprouvait à la fois de l'attirance et de la répulsion. Trois ans après la mort de Calos, Musidis envoya un messager au tyran, et l'on murmura sur l'agora de Thégée que la puissante statue était terminée. À cette époque, l'arbre sur la tombe avait atteint des proportions étonnantes, dépassant tous les arbres de son espèce et laissant pendre une branche singulièrement lourde au-dessus de l'appartement où travaillait Musidis. Comme beaucoup de visiteurs venaient voir l'arbre prodigieux et admirer le travail de l'artiste, Musidis était rarement seul. Mais il n'était pas gêné par la foule des invités. En plus, il semblait craindre de rester seul maintenant que son travail absorbant était terminé. Le vent froid des montagnes soufflant à travers l'oliveraie et l'arbre sur la tombe émettait d'étranges sons vaguement articulés.
Le ciel était sombre, le soir où les émissaires du tyran arrivèrent à Thégée. On savait qu'ils étaient venus pour emporter la grande statue de Tyché et apporter les honneurs éternels à Musidis. C'est pourquoi on les accueillit très chaleureusement. Dans le courant de la nuit, une violente tempête se déchaîna sur la crête du mont Ménolus, et ceux qui habitaient Syracuse furent contents d'être bien à l'abri dans la ville. Ils parlèrent de leur illustre tyran et de la splendeur de sa capitale, et évoquèrent la gloire de la statue que Musidis avait élevée pour lui. Et puis les hommes de Thégée parlèrent de la bonté de Musidis, de son chagrin pour son ami, et ils dirent comment les lauriers qui allaient couronner son art n'arrivaient pas à le consoler de l'absence de Calos, qui aurait peut-être porté ses lauriers à sa place. Ils parlèrent de l'arbre qui poussait sur la tombe près de la tête de Calos. Le vent hurlait horriblement, et ensemble ceux de Syracuse et ceux d'Arcadie adressèrent des prières à Éole. Quand le soleil se leva le lendemain matin, les proxènes conduisirent les messagers du tyran en haut de la côte, à la demeure du sculpteur, mais le vent de la nuit avait fait d'étranges ravages. Les cris des esclaves s'élevèrent sur un spectacle désolant, car plus rien ne restait des colonnades brillantes du vaste vestibule de l'Oliveraie où Musidis avait rêvé et travaillé. Les murs et les cours solitaires se dressaient encore tristement, car la lourde branche de l'arbre étrange s'était abattue sur le somptueux péristyle, réduisant la grandiose architecture de marbre en monceau de ruines. Les étrangers et ceux de Thégée demeurèrent abasourdis, regardant alternativement les ruines et le grand arbre sinistre, dont l'aspect était si bizarrement humain et dont les racines s'enfonçaient si curieusement dans le tombeau sculpté de Calos. Leurs craintes et leurs inquiétudes augmentèrent quand ils cherchèrent dans l'appartement dévasté, car on ne trouva aucune trace du gentil Musidis, ni de la merveilleuse statue de Tyché. Seul le chaos régnait au milieu de ces ruines monstrueuses. Les envoyés des deux cités repartirent fort déçus. Ceux de Syracuse, parce qu'ils n'avaient pas de statue à emporter, ceux de Thégée, parce qu'ils n'avaient pas d'artiste à récompenser. Toutefois, les Syracusains réussirent à avoir, après quelque temps, une splendide statue à Athènes, et les Thégéens se consolèrent en élevant sur l'agora un temple de marbre commémorant les dons, les vertus et la piété fraternelle de Musidis. Mais l'oliveraie est toujours là, ainsi que l'arbre qui pousse sur la tombe de Calos, et le vieil apiculteur m'a conté que, quelquefois, les buissons murmurent dans le vent de la nuit, répétant sans cesse « Oïda, Oïda, je sais, je sais. »